À la limite, on peut se passer le micro. Bon, bonjour à tous. La transition est toute trouvée, puisque le dernier interlocuteur a parlé d'open question à la fin d'une journée sur l'open innovation. Ça me paraît assez justifié. Ça sera vos questions à vous, public aussi. Peut-être juste pour résumer les choses, si j'ai bien compris, et je parle sous le contrôle d'éminents spécialistes, ce qui nous réunit ici, c'est finalement l'idée qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul dans son coin. Bon, je vois qu'il y a opine du chef. Que cette collaboration aujourd'hui est facilitée par l'évolution technologique. En 2 clics de souris, on peut se passer une quantité d'informations qu'on n'a jamais pu le faire avant. Qu'on est aussi dans l'air du temps, puisqu'on parle beaucoup d'économie collaborative, participative, etc. On va citer les exemples, ça va du crowdfunding à Airbnb au taxi Uber, puisqu'on en parle beaucoup sur Genève. Et puis quand même, qu'on a affaire à une véritable révolution culturelle, puisque le domaine de l'innovation, traditionnellement, y règne la confidentialité, la rétention d'informations, j'imagine aussi. Alors pour lancer le débat tout de suite, des entreprises importantes, comme Apple, elle ne montre pas ses iPhones avant de les vendre, elle les cache. Elle a fait condamner Samsung à, ça a été dit tout à l'heure, je crois que c'est 1 milliard d'amende. Alors finalement, on n'a pas affaire à des enfants de cœur. Hein. Est-ce que l'open innovation n'est pas, par définition, limitée à des niches, à des secteurs où les enjeux, je dis de manière un peu provocante, sont moins importants? Je rappelle que, pour reprendre les chiffres de M. Trabichet, seulement, on peut dire seulement 60% des entreprises aujourd'hui pratiquent l'open innovation. Alors je ne sais pas qui veut commencer à répondre, M. Gauthier ou M. Trabichet, puisqu'on parle de vos chiffres. Bon, je me suis toujours demandé si les géants n'avaient pas simplement des pieds d'argile. J'ai connu des grands géants de l'informatique, comme par exemple Altavista, quand vous aviez quelques 10 ans de moins, vous utilisiez Altavista, qui a disparu du jour au lendemain. Peut-être que ça peut arriver à Apple. Bon, ils sont quand même dans d'autres domaines, mais je ne suis pas certain qu'ils ne peuvent pas être les victimes d'une collaboration, d'une open innovation, tout d'un coup, du jour au lendemain. Pourquoi victime? Si tout d'un coup, il y a un mouvement de consommateurs qui ne veut plus le produit, que se passe-t-il? Et si c'est pas forcément par rapport à des produits open, mais par rapport à des produits concurrentiels. On a des basculements. Hein. Quand les choses sont très grandes, on dit too big to fail, mais on peut aussi être too big et puis basculer. On tombe rapidement. Si on reste juste sur cette question, est-ce que l'open innovation est vraiment destinée à des niches pour le moment et pas aux grandes entreprises? Je pense que Novartis ne fait pas d'open innovation. On a parlé de biotechnologie tout à l'heure. Est-ce que Novartis est un champion de l'open innovation? Novartis participe à cette initiative du SGC à hauteur d'une dizaine de millions de francs, je crois, comme toutes les autres en fait. Donc, d'ailleurs, c'est étonnant qu'il aurait allé en Angleterre pour faire des initiatives de ce type, alors que la Suisse, la pharma et la recherche en biotechnologie suisse est florissante. Et ça, je pense que c'est plus dû à la mentalité de certains chercheurs en Angleterre que, en fait, à la mentalité de Novartis. La question, c'est est-ce qu'ils vont aller plus dans cette direction, ou est-ce que pour eux, c'est un peu un rubis? Ça, j'ai aucune idée. Je vais profiter que vous soyez côte à côte, parce que j'ai l'impression que vous êtes plutôt face à face, M. Bach et M. Henry. La question donc, qui est apparue tout à l'heure, faut-il protéger la propriété intellectuelle? M. Bach nous a fait longue démonstration sur les différentes manières de protéger la propriété intellectuelle, en disant bien que c'était un préalable. Vous, M. Henry, vous nous laissez entendre que dans certains cas, ça pourrait même être un ralentissement. Alors, mettez-vous d'accord ou expliquez-nous, est-ce qu'il faut protéger ou pas protéger? Moi, je ne suis pas un fervent défenseur de la propriété intellectuelle en tant que tel. Je pense qu'il faut trouver les bons moyens pour rémunérer ceux qui investissent dans l'innovation. Donc s'il y a d'autres moyens, comme a présenté mon voisin, pour rémunérer ceux qui font cet investissement, ça me va très bien. Il y a certains domaines où, lorsqu'on investit 1 milliard d'euros pour développer une nouvelle molécule pour soigner une maladie,
Si on permet à tout le monde de copier cette molécule, on va avoir du mal à avoir un retour sur investissement. Et ce qui va se passer, c'est qu'à la prochaine maladie, on ne va pas investir ce milliard d'euros. Donc ça ne sera pas bénéfique pour la société. Donc il y a certains domaines où, je dirais, c'est effectivement la bonne solution, mais il faut savoir évoluer avec son temps. Et des initiatives comme vous avez présentées, je pense qu'elles sont les bienvenues. Vous mentionnez Tesla, c'est pas nouveau ce qu'ils ont fait. Je mentionnais ce matin que Philips avait inventé la cassette audio en 1965, ce qu'on a fait en 1967. Moi je dis on, mes prédécesseurs, ils ont donné une licence gratuite à tous ceux qui voulaient fabriquer des lecteurs de cassettes, pour exactement la même raison que Tesla, c'est-à-dire que plus il y aurait de lecteurs de cassettes dans les foyers, plus Philips pourrait vendre des cassettes aux standards qu'ils ont développés. Donc voilà, ils n'ont pas vraiment inventé grand-chose chez Tesla, mais on voit bien que c'est pas pour sauver la planète qu'ils donnent ces licences gratuites. Pour moi, la question qui reste ouverte, c'est à nouveau pas la question open source versus brevet, vraiment. C'est comment est-ce que, et particulièrement dans le monde de la pharma, de la biotech, comment est-ce qu'on peut identifier les projets où ce serait clairement bénéfique en fait de ne pas poser le brevet ou de ne pas passer le temps légal et l'argent, ça prend beaucoup de temps et d'argent, parce qu'on peut déjà à ce moment-là identifier, anticiper l'impact qui sera plus grand, et pour soi et pour le reste de la société, en passant par une approche open source. Et pour ça, il faut un système légal qui permet de protéger cette invention, donc se protéger comme inventeur d'une technologie, mais sans limiter l'utilisation par d'autres personnes. Et cette anticipation, de nouveau, je ne suis pas un expert, à mon avis, il y a très peu de gens qui ont des réponses à ce niveau-là. Thomas Gauthier. Alors, je voudrais juste continuer sur la pharma, comme on est bien engagé sur le secteur. Donc on a entendu ce matin aussi de la part de Benoît Dubuis que le développement d'un médicament, ça coûte cher, ça prend du temps, ça explique probablement aujourd'hui la protection par brevet dont Grégory Bach nous a parlé, mais c'est aussi l'argument mis en avant par des labos pharma pour justifier des prix de vente qui pèsent sur les utilisateurs ou consommateurs de ces médicaments, qui dans certains pays, suivant les systèmes de protection sociale, pèsent sur les systèmes soit mutualisés, soit privatisés. Et donc, il me semble que quand on réinterroge l'innovation en pensant à des modèles alternatifs, comme ceux que Luc Henry a avancés, c'est une pensée systémique et sociétale qui doit en fait être engagée très rapidement, puisque le cas de la pharma, typiquement, pourrait-on imaginer accompagner financièrement et collectivement les labos pharma dans leurs recherches contre une ouverture des résultats scientifiques, des progrès technologiques réalisés au fur et à mesure pour, comme l'a proposé Luc Henry, une diffusion plus rapide d'innovation. Donc il me semble en fait que dès lors qu'on parle d'open innovation, souvent on l'aborde sous l'angle soit technologique, soit juridique, soit les deux, mais en fait des économistes, des sociologues, des philosophes doivent être impliqués aussi très en amont dans les réflexions sur le sujet. Est-ce qu'on n'est pas un peu des doux rêveurs autour de cette table qui n'existe pas, mais c'est une table ronde quand même, puisque quand on voit comme la pharma se bat, s'accroche à ses brevets, quand on voit les enjeux financiers qu'il y a derrière, est-ce qu'ils sont prêts à les lâcher? Moi j'ai juste un petit commentaire par rapport à ça. Il faut réaliser que la durée de vie du brevet c'est 20 ans. Et puis avec une durée de vie de 20 ans, au moment où vous avez une composition de la matière suffisamment développée, que vous savez que vous voulez le breveter, que vous commencez à externaliser ce savoir, parce que vous devez faire des excès à l'extérieur, donc vous ne pouvez pas le garder comme secret de fabrication, secret d'entreprise, vous êtes obligé de le breveter. Au moment où vous l'avez breveté, le temps court, au moment où vous arrivez sur le marché, vous avez déjà 10 ans, 8 ans, 10 ans de ce temps qui a été écoulé. Après, quand le brevet repasse dans le domaine public, donc le contenu repasse dans le domaine public, dans certains cas, certains pharma peuvent encore argumenter peut-être 3, 4, 5 ans de couverture supplémentaire, mais après, en fait, on arrive au générique. La question qui se pose, c'est ne faut-il pas plutôt prolonger la durée de couverture de la propriété intellectuelle de manière à réduire le prix, parce que l'argument il est tout là, n'est-ce pas? Donc ça c'est une manière de réfléchir à la question, parce que l'argument qui est mis en avant, c'est tous les coûts qui ont été encourus durant la production, le développement, etc. Ces coûts il faut les récupérer dans une période relativement courte de protection du brevet. Ça c'est une des premières questions.
Parce que c'est exactement finalement équivalent à dire qu'on n'a pas de propriété intellectuelle du tout dans ce domaine-là, où on a d'autres modalités, d'autres manières de penser à ça. Enfin, je veux juste faire ce commentaire parce que je pense que c'est pas noir ou blanc. Hein. Alors peut-être une réponse et ensuite on donne la parole au public. Oui, je vais faire très court. Il y a deux choses que j'aimerais juste modérer dans les propos. La première, c'est qu'il n'y a pas que la pharma qui fait ça. La question de CRISPR que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'Université de Californie à Los Angeles et le Broad Institute à MIT qui sont en train de se battre. Donc c'est des institutions privées, mais qui sont dans le domaine de l'éducation, ce qui paraît complètement absurde. L'autre question par rapport à la durée de vie des brevets, j'ai pas de réponse. Est-ce que... Non, je pense que personne n'en a. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la biotechnologie a effectivement 30 ans. Donc, sur cette durée de vie d'un champ complet d'action, parler d'une durée de vie de 20 ans en lisant ses cours, ça me paraît être un contresens d'une certaine façon. En plus, quand on parle d'entreprises comme Genentech qui existent même pas depuis 20 ans. Donc, le problème, c'est qu'il va falloir 40 ans de recul pour avoir une opinion par rapport à ça. Et de nouveau, je ne dis pas que votre modèle est erroné, mais je pense que tester les deux possibilités plutôt que se braquer sur une seule possibilité qui n'est absolument pas justifiée à cause de cette question de durée de vie est pas forcément la façon la plus productive de prendre le problème. Peut-être Nicolas Rhône qui a demandé la parole aussi. Oui, merci. Moi, je voudrais peut-être apporter un mot-clé qui est la complémentarité pour peut-être mettre un petit peu tout le monde d'accord, parce que comme je ressens l'open innovation, c'est pour moi un état d'esprit au préalable. Je crois que ça a été bien démontré, notamment dans la dernière présentation. Et je ne vois pas d'opposition aux deux systèmes. Je crois qu'il y a une réelle place pour la cohabitation. Et puis, ça peut paraître paradoxal en tant que représentant des industriels, donc avec un certain pragmatisme, que de saluer le système de l'open innovation. Mais je pense que pour moi, c'est un petit peu l'open innovation est à la recherche ce que le capital risque pourrait être à la finance, quelque part. C'est-à-dire que c'est ces deux nuances qui sont tout à fait nécessaires et complémentaires. Et puis, j'imagine volontiers que dans le cadre de l'open innovation, par contre, on puisse faire une répartition dans le cycle de vie du produit, ou en tout cas entre le moment où l'idée émerge et le moment où on l'industrialise ce produit. Je pense, comme on l'expliquait dans un atelier cet après-midi, que l'open innovation est très en amont, à mon sens. Elle a une place vraiment privilégiée en amont et qui ensuite diminue peut-être au profit des protections traditionnelles. J'en reviens, parce que je vois pas encore de mains qui se lèvent dans le public. J'en reviens à ma toute première question. Vous dites l'open innovation, c'est un état d'esprit, mais est-ce que ça s'applique à des secteurs plus qu'à d'autres? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus propices à l'open innovation que d'autres? Je peux juste en fait offrir un commentaire pour rebondir sur ce que mon voisin a dit, mais pour faire le lien quand même avec votre question, je suis discipliné. Pour moi, et c'est un peu provocateur, l'open innovation, c'est pas tant un état d'esprit qu'une nécessité. Et ça touche à un usage réfléchi de ressources globales, intellectuelles, des ressources de temps, des ressources de matières premières, des ressources énergétiques, qui sont, et on le comprend enfin, limitées. Et autant que possible, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu doux rêveur, parfois, quand on cherche à promouvoir une open innovation à grande échelle. Mais d'un autre côté, et je ne veux pas plomber l'ambiance, quand la NASA nous alerte sur le fait qu'on passe petit à petit des points de non-retour dans les usages des ressources et autres, ça me semble être en fait intuitivement logique que de tendre vers des modèles où ces utilisations de ressources vont être optimisées pour une recherche d'un bien commun, et qui, encore une fois, c'est assez naïf et il faudrait pouvoir encadrer cette notion de base légale, puis orchestrer cette recherche au quotidien. Mais quelque part, je pense qu'on a franchi en fait le point de l'état d'esprit, on en est à la nécessité. Nécessité aussi d'avoir quelques questions du public. Je vois une main qui se lève là-bas derrière. Est-ce que vous arrivez à parler assez fort ou on vous amène un micro? Je vais essayer, je pense que vous m'entendez. Ça me paraît assez bien, oui. Dans cette question des brevets, personne n'a évoqué la notion de brevet en tant que frein. On a vu quand même pas mal de méfaits de l'usage des brevets dans pas mal de secteurs autour de l'innovation. On a tous les trolls de brevets, enfin il y a toute une industrie autour des brevets qui aujourd'hui, on le sait bien malheureusement, est un frein énorme à beaucoup d'avancées.
Bah oui, question importante. Qui veut répondre, qui n'a pas encore pris la parole autour de cette table transparente? Les brevets. Bon, alors les brevets, c'est vous, hein, je crois. Les brevets comme frein. Parfois c'est vrai, vous mentionnez les patent trolls. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des sociétés qui achètent des brevets dans le seul but d'attaquer d'autres en contrefaçon de ces brevets. Donc ces sociétés ne fabriquent pas elles-mêmes de produits, elles font du business uniquement sur la base de brevets. Pour moi, c'est effectivement un abus du système. C'est apparu dans les années 2000, il y a une dizaine d'années, c'est un abus du système. Aux États-Unis, le gouvernement Obama est en train d'essayer de légiférer pour encadrer tout cela, pour éviter ces abus. Je pense que dans tout système, on ne peut pas éviter les abus, seulement, effectivement, il faut légiférer pour essayer de réguler tout ça. Donc, je suis d'accord avec monsieur, il y a des abus, ça peut freiner l'innovation dans certains cas. Il y a un autre frein passablement tangible en fait, par rapport au brevet, c'est quand une grande entreprise voit qu'un produit, comme une entreprise pharma, voit qu'un produit où on ne comprenait pas très bien ce qu'il faisait, parce que c'est compliqué, n'est-ce pas, la biologie, c'est pas quelque chose de simple et trivial, on fait 3 expériences et on connaît tout. Donc il y a des produits, des substances qui sont tout d'un coup assez proches de leur temps d'expiration d'un point de vue brevet. On n'a pas le temps de faire des phases 2, des phases 3 cliniques. Alors ces produits-là, tout simplement, ils passent dans le tiroir. On ne les développe pas. Alors que beaucoup de ces produits seraient probablement très très prometteurs, et d'un point de vue innovation, et d'un point de vue traitement du patient, d'un point de vue bénéfice au niveau de la société, ils amèneraient quelque chose. Le public, voilà, madame au 1, 2, 3e rang. Pour compléter sur ce qui vient d'être dit, il y a d'une part sur les brevets et leurs limitations. Dans la pharma, il y a l'aspect, par exemple pour les maladies orphelines, comme ça couvre très très peu de patients, on ne s'y intéresse pas. Je pense que là, dans le domaine des maladies orphelines, avoir des approches open source, ce serait très très bénéfique. L'autre point, c'est après les abus de brevets. Alors, pour citer qu'une entreprise, Monsanto, qui a projeté des OGM, et vous êtes un agriculteur OGM, vous avez ça dans votre champ, ça va très bien, vous payez à Monsanto une redevance, puis vous êtes un agriculteur bio à côté, et puis il y a une graine qui est allée s'envoler, et tout votre champ appartient à Monsanto. Donc là, je pense que c'est clairement un abus. Et puis la troisième question, c'est dans les biologies du vivant, est-ce que vraiment on peut ou pas breveter le vivant? Et à quel état on le fait? Réellement problématique. Il y a des choses qui existent. Alors est-ce qu'on va breveter la découverte ou l'utilisation qui va en être faite? On est beaucoup dans les problématiques de brevet. Patrick Ruche, peut-être aussi, vous êtes prof à la HEG, un responsable de la filière info et documentation. Vous vouliez intervenir? Volontiers, et accessoirement groupe leader à l'Institut suisse de bioinformatique. Et ce que je peux dire, c'est que on n'a pas d'un côté les brevets et puis de l'autre côté l'open innovation, mais le problème, peut-être, c'est que on a quelque chose, on n'a qu'un gros bloc. Et peut-être ce qu'il faudrait essayer de protéger, c'est justement l'innovation qui est sur le marché par rapport à l'innovation qui n'est pas sur le marché. Et là, on réglerait 2 problèmes. On réglerait le problème des trolls, parce que les trolls n'amènent jamais rien sur le marché. En réalité, ils font juste du... Comment dirais-je? Ils manipulent les brevets comme des assets, comme si on manipulait une action, une obligation, en fait. Mais ils n'amènent jamais rien sur le marché. Alors que justement, les pharma, pas tout le temps, mais occasionnellement, ils amènent des vraies molécules sur le marché. Une fois qu'elles sont sur le marché, peut-être qu'on pourrait justifier une extension de durée d'un brevet. Mais ce qu'il faut arrêter, c'est justement l'autre modèle, le modèle de protection qui ne protège aucune invention, qui protège juste de la propriété qu'on va en fait neutraliser. On neutralise de la propriété. Et ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est que le brevet évolue vers le droit d'auteur. Parce que le droit d'auteur, ce n'est pas 12 ou 20 ans. Voilà. Le droit d'auteur, c'est la mort de la création. En réalité, il faut peut-être diminuer le droit d'auteur
et puis dynamiquement augmenter le brevet quand il y a une mise sur le marché. Vous voyez? Alors, l'exemple typique, c'était par exemple le Rank Xerox qui avait inventé la souris, et puis Rank Xerox l'a jamais mis sur le marché. En plus, heureusement, il ne l'a pas breveté. Mais la vérité, c'est que s'il avait breveté, il aurait fallu invalider le brevet de Xerox, parce qu'ils n'en ont rien fait. Bon, sur les brevets, quelqu'un va encore s'exprimer, sinon on va revenir, je sais qu'on n'est pas très éloigné, mais on va revenir sur la question de fond, l'open innovation. Et une question qui a été abordée par les différents interlocuteurs, c'est finalement on n'est pas dans un monde philanthropique, il faut bien pouvoir convertir tout ça en argent, à un moment ou à un autre. J'avais noté tout à l'heure la réflexion de, je crois que c'était Thomas Gauthier qui disait on ne sait pas comment faire, mais on y réfléchit. Chez Aquarium, vous avez dit tout à l'heure, je crois que les gens travaillent bénévolement. Comment, à partir du modèle que vous partagez, qui vous séduit, un jour on fera un business model. Et comment on valorise finalement cette contribution de tous? Alors bon, mon rêve, mon objectif par rapport à Aquarium, c'est vraiment qu'on utilise cette niche de l'open innovation qui n'est pas autour du core business des produits que les entreprises produisent, mais autour de certaines connaissances, d'inspiration, et que ces entreprises se sentent libres d'envoyer leurs employés co-travailler dans un espace où ils vont s'inspirer parmi, sans développer forcément des technologies qui sont absolument centrales à leur business model, mais peut-être des technologies annexes. Et j'espère que les entreprises vont trouver ça assez intéressant pour qu'elles contribuent au maintien de ce type d'environnement. Et je pense que le Structural Genomics Consortium, c'est exactement ça. Finalement, c'est un forum où ils peuvent aller discuter avec des chercheurs qui ne sont pas leurs propres chercheurs, mais qui sont des chercheurs cofinancés, et où, tout en étant compétiteurs sur le marché, ils s'entendent pour avoir ce forum où ils peuvent aller puiser de l'information, discuter, trouver des compétences, du conseil, et quelque chose pour lequel ils sont prêts à dépenser quelques millions par an pour maintenir cet endroit neutre, en fait. Alors, est-ce que c'est un modèle global pour l'open innovation, ou est-ce que c'est spécifique à certaines compétences, je ne sais pas. D'autres pistes pour valoriser, pour faire de l'argent? Bon, alors il y a déjà des réussites et des modèles qui fonctionnent bien dans le domaine de l'open innovation informatique, dans l'open source. Les logiciels, pour beaucoup d'entre eux, sont ouverts, sont créés par des communautés dont les acteurs ne sont pas forcément directement rémunérés pour leur ligne de code, mais sont par contre reconnus comme des experts de certains domaines informatiques et vont être engagés par des entreprises pour notamment des opérations de customisation de ces éléments d'open source logiciel. Donc quelque part, pour ces développeurs... Pour leurs prestations, si on veut bien, d'une certaine manière. Pour ces développeurs, l'open source et la distribution libre de leur travail informatique, c'est un moyen de promouvoir leurs compétences et c'est un moyen de marketing. Et c'est ce qui se passe aussi de plus en plus maintenant dans l'open hardware, où à nouveau, on a vu à plusieurs reprises que des plans sont à disposition pour construire sa propre voiture. Mais franchement, quelque chose qui nous manque à tous, c'est du temps. Donc quand bien même le plan il est libre et disponible sur Internet, on n'a peut-être pas forcément envie de sacrifier ses samedis et ses dimanches pendant 5 ans pour construire sa voiture. Et donc on va peut-être à nouveau faire appel à des intermédiaires de proximité qui ont la connaissance, l'expertise de construction de ces objets open hardware pour qu'ils nous créent l'objet qu'on aura commandé peut-être moins cher que la voiture propriétaire. Mais là on n'est plus dans l'innovation, on est dans la production déjà. On est dans la phase post-innovation, c'est-à-dire que l'innovation a eu lieu, et comme on s'interroge maintenant sur comment valoriser cette open innovation, c'est finalement dans l'appropriation par les clients que la valorisation va se faire. Donc l'open innovation est diffusée gratuitement, librement, mais l'appropriation coûte. Et ce coût, les consommateurs finaux, les clients finaux sont encore prêts aujourd'hui à les supporter en faisant appel à des intermédiaires qui vont venir matérialiser l'open innovation à côté et proche du client final. Nicolas
Moi, je pensais simplement au modèle qu'on connaît tout simplement dans le privé. Actuellement, un brevet, il finance finalement les recherches qui sont à venir. Donc on les réinjecte en fait dans le processus de R&D de l'entreprise. Finalement, on pourrait imaginer tout simplement que l'open innovation se finance exactement de la même manière pour elle-même. Je reprends le parallèle avec le capital risque, où effectivement on met dans un fonds beaucoup d'argent avec beaucoup d'échecs, mais qui, grâce à une ou deux pépites qui en jaillissent, permettent de réalimenter le fonds et de faire tourner la roue. Donc je pense que si tant est que ce ne soit pas tout le temps un enjeu financier, je crois qu'il y a une grande motivation bénévole, spontanée, mais encore une fois, je crois beaucoup à un état d'esprit. Mais pour être plus réaliste, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un financement open innovation pour lui-même, pour elle-même. Dans le public, éventuellement sur comment faire de l'argent avec l'open innovation, est-ce qu'il y a encore des questions là autour? La réponse est non. Une question comme ça qui nous éloigne un petit peu des contraintes financières. L'open innovation, on est dans une logique Wikipédia d'une certaine manière. Ça veut dire tout le monde met tout, voire n'importe quoi sur les plateformes. Ça exige que tout soit vérifié. Est-ce que c'est pas une contrainte supplémentaire, une perte de temps? Je vois que M. Trémichet est inspiré. Je ne sais pas si je suis inspiré, mais ce que j'ai constaté quand même depuis plusieurs années, c'est qu'effectivement la masse est très efficace pour contrôler, qu'il n'y a pas besoin forcément d'organiser, même si Wikipédia a toute une organisation de rôle, bien sûr, il y a des gens qui publient, il y a des gens qui reçoivent des alertes, il y a des gens qui corrigent, il y a des gens qui débattent, mais malgré tout, ça reste un travail de groupe, et tout ce qui commence par le mot crowd, full, a des réussites. Wikipédia est une réussite, il y a des risques plus modestes dans le crowdfunding, par exemple, en particulier pour les associations, mais malgré cela, c'est le fait d'être ensemble, et l'open innovation est donc le final. Mais vous êtes un professeur, vous êtes d'accord, vous dites à vos étudiants, méfiez-vous, n'allez pas recopier tel quel ce qui est sur Wikipédia, vérifiez. Non, moi je dis à mes étudiants de compléter Wikipédia et de corriger Wikipédia, c'est ce que nous avons en cours. Mais effectivement, il y a certains profs qui disent encore ça. Bravo. Et ce qui est par rapport à l'organisation, c'est que Wikipédia, avec la démesure de son contenu et du nombre de contributeurs, en fait a seulement, sauf erreur, 20 000 administrateurs, donc des personnes qui ont les droits de modérer cette discussion, ce contenu. Et à mon avis, c'est une des organisations les plus efficaces entre l'implication financière et au niveau temps pour l'administration par rapport à l'output et l'utilisation que la société en fait. Mais une question que j'ignore la réponse, qui rejoint la question d'un confinement avec Wikipédia. Qui gagne de l'argent avec Wikipédia? Les 20 personnes qui sont salariées. Ça fait pas beaucoup. Hein. Mais par contre, pour revenir sur votre question très rapidement, à savoir validité ou non des contenus de Wikipédia, ce qu'a permis Wikipédia, c'est quelque part de démontrer que la foule est probablement un filtre et un validateur ou vérificateur plus efficace du savoir. Parce que si on regarde aujourd'hui le savoir qui traditionnellement jaillit des publications scientifiques, qui est le summum, en tout cas tel que pensé par tous, de la raison et du savoir avéré, les scandales à répétition de publications erronées, les intérêts parfois discutables entre les auteurs d'articles scientifiques et les personnes qui relisent ces articles scientifiques pour les valider, commencent à faire un tout petit peu vaciller la splendeur de la publication scientifique. Et aujourd'hui, on va finalement, parfois, pas toujours, le modèle n'est pas complètement à jeter, mais on va vers des alternatives d'information comme Wikipédia. Et si on prend Wikipédia, des articles très pointus sur, par exemple, des principes actifs de molécules, quand, disons, des détournements sont tentés, quand des définitions erronées sont injectées dans Wikipédia pour des raisons parfois frauduleuses, la communauté les révèle. Ça s'est fait il y a quelques années avec une société qui avait injecté des éléments de définition non validés par les faits. La communauté a détecté
ces ajouts et les a remis en question assez rapidement? J'ai une question d'un tout autre ordre. Là, on est dans l'innovation, dans l'idée de l'innovation participative. Est-ce que vous pensez que si le modèle se développe, il pourrait avoir un impact sur le management? C'est-à-dire que ça entraîne aussi un management plus participatif. On commence à parler aussi d'entreprises libérées. Ce sont des entreprises qui se sont débarrassées d'une partie du millefeuille administratif qui pèse dans toutes les entreprises quelles qu'elles sont aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le modèle qui aujourd'hui nous réunit autour de l'innovation pourrait influencer un jour le management? Peut-être ceux aussi qui ne sont pas exprimés, je n'aimerais pas qu'on quitte ce podium sans que tout le monde ait parlé. Madame, et je crois monsieur aussi, vous n'avez encore rien dit. C'est exact. Moi, je travaille effectivement pour une entreprise qui est extrêmement bien établie, donc la question est quand même délicate. De mon expérience, donc je travaille chez Armand Énergie, on a plusieurs projets plusieurs démarches participatives. Et de mon point de vue, la démarche participative, elle ne remplace pas le reste de l'innovation de l'entreprise. Et donc, effectivement, il y a possibilité probablement d'axer plus l'organisation sur l'open innovation ou sur les démarches participatives. Ça a des répercussions sur l'organisation interne. Néanmoins, je ne vois pas ça, par exemple, comme un remplacement d'une fonction de recherche et développement. Je vois ça comme une fonction très complémentaire. Et en fait, ce que ça révèle avant tout, c'est que l'innovation n'est justement pas l'apanage ni de R&D, ni simplement des consommateurs ou ni des employés, mais que l'innovation peut venir de partout. Et donc, finalement, c'est plutôt cette dimension-là qu'il s'agit de prendre en compte au sein de l'organisation et dans la structure, plutôt que de dire ça va changer radicalement et on va pouvoir se passer d'un département de recherche et développement. Donc, parmi les apôtres de l'open innovation, ici, certains pensent que ça aura une influence sur le management. Je pense un peu à vous aussi. Alors honnêtement, c'est dur à dire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que là, les grands penseurs, on va dire, des théories de management s'y mettent. On voit fleurir les articles dans la Harvard Business Review, dans la Sloan Review of Management, etc. Il y a des expériences qui sont assez radicales menées dans des entreprises de grande envergure. Je pense à Zappos aux États-Unis, où à l'heure actuelle est tentée une déhiérarchisation ou un aplatissement des structures hiérarchiques dans l'entreprise. Honnêtement, je pense que, comme disent les anglo-saxons, the jury is out. On n'a pas encore les réponses. Est-ce qu'on va vers, on en parlait pour préparer cette journée, une anarchie heureuse? Je ne sais pas. Mais, comme on l'a dit aussi, imaginer de passer du tout au tout d'un modèle très pyramidal à un modèle tout à fait horizontal, ça me semble erroné. Peut-être que la question est plutôt de se dire qu'aujourd'hui le curseur est peut-être plus vers ces structures pyramidales et rigides et que des initiatives visent à tenter de ramener le curseur vers plus de participation. Après, dans quelle mesure est-ce qu'une stratégie d'entreprise va être concrètement co-construite? Dans quelle mesure est-ce que restera pertinent de maintenir certains éléments d'information au sein des conseils d'administration et des conseils de direction? Probablement que ça restera une nécessité. Dernière question, après on va boire un verre. Je crois que le cocktail est prêt. Est-ce qu'il y a une idéologie derrière l'open innovation? Est-ce qu'on cherche juste à être plus efficace, plus efficient, ou alors c'est forcément par définition un engagement pour une économie plus éthique, plus sociale? On commence peut-être par madame, puisque... Bon, pour moi, en tout cas, l'open innovation, ça s'inscrit également dans une dynamique un peu comme le CSR, où une entreprise, elle n'est pas toute seule dans son environnement, et puis elle va interagir avec différentes parties prenantes, et puis on est en fait dans une peut-être période dans nos sociétés occidentales en tout cas, où il y a vraiment une participation de tous les acteurs de l'économie, ou en tout cas une participation souhaitée. Et puis l'open innovation, comme le disait Nicolas Hohn, pour moi c'est un état d'esprit, mais également une nécessité, pour reprendre ce que disait Thomas Gauthier, parce que les entreprises aujourd'hui, en fait, ne peuvent pas
verser autant d'argent en fait, dans la recherche et développement parce qu'il n'y a pas une corrélation disons, entre la recherche et développement et puis le chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc elle est obligée d'aller chercher ailleurs pour enrichir ses idées et puis avoir justement de l'innovation. Et je pense qu'il y a vraiment une partie qui peut être open innovation et puis une autre partie qui peut être effectivement en fait protégée par des brevets. Et puis c'est pas l'un n'exclut pas l'autre. Donc moi, il me semble qu'il y a une partie de gouvernance, une partie de transparence, d'éthique également. Et puis c'est cette histoire en fait, de données ouvertes qui sont mises à la disposition du public, qui peuvent donner lieu à de nouveaux produits, de nouveaux services, et qu'on donne la possibilité aux citoyens de participer. Je trouve que c'est plutôt quelque chose de positif et on va vers plus de transparence également. Maintenant, on en est peut-être au début du processus et puis il ne faut pas non plus voir tout en rose et puis c'est pas forcément, je veux dire, on n'est pas, voilà. Mais je pense que c'est le début de quelque chose et puis je trouve que c'est très bien que ça existe. Le début de quelque chose, c'est bien résumé, c'est aussi la fin du débat. Oui. Si personne n'a quelque chose à ajouter, elle est Thomas Gauthier pour le mot de la fin. Pour revenir peut-être à votre question, Patrick, sur l'idéologie, alors le mot est un petit peu fort probablement. Je pense qu'il y a en fait deux choses. Il y a une recherche de sens qui semble être d'actualité. On cherche à autant que possible, comme le disent les philosophes, penser sa vie et vivre sa pensée. C'est ce que font, je pense, certaines personnes comme Luc. Et je pense aussi qu'il y a une réalisation aujourd'hui toute neuve. On a vu dans les décennies précédentes qu'on pouvait hacker du code informatique. Aujourd'hui, on peut hacker le monde. Aujourd'hui, on a la capacité en tant qu'individu ou membre d'une communauté d'agir sur justement les directions que l'innovation prend. Et on peut être des co-constructeurs de sens et de trajectoire avec ces entreprises. Donc on est dans une démarche où l'individu a un pouvoir qu'il n'a jamais eu jusqu'à maintenant. On parle aujourd'hui, Luc l'a dit entre les lignes, de pouvoir créer de l'ADN, hacker le corps humain, dépasser la nature humaine. Donc les moments où on en est aujourd'hui sont sans pareille mesure par le passé. Et quelque part, l'open innovation, c'est une espèce de possibilité ouverte à tous d'être un acteur et non pas uniquement un spectateur d'une trajectoire globale. C'est ce qui se passe, à mon avis, aujourd'hui. Ouais. Luc Henry a envie d'enchaîner. Ou alors une adaptation du capitalisme qui est finalement une méthode hyper agile de faire de l'économie, de récupérer ce potentiel de l'individu pour le retourner à son avantage. Et si l'industrie fait un pas en direction de l'open innovation, c'est aussi parce qu'ils ont réalisé cette nécessité de ne pas se laisser dépasser par la société, mais aussi d'en profiter, entre autres. Je vous suggère de continuer cette discussion à côté. C'est aussi un moment de partage, puisque c'est le cocktail de clôture. Je passe la parole à Marianne pour les mots de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, au nom du comité scientifique, je tiens vraiment à remercier très sincèrement et chaleureusement nos intervenants qui nous ont accompagnés toute la journée, vous aussi, d'avoir partagé cette expérience. Et en effet, on souhaitait terminer la journée autour d'une petite douceur encore et un petit verre. Je rappelle que pour tous les participants, il y a un stylo avec une clé USB sur laquelle vous avez toutes les présentations. Et pour tous les membres de la HEG, que toutes les présentations se trouvent sur Cyberlearn. Encore deux dernières choses. Il y a un questionnaire qui vous avait été distribué ce matin pour la précieuse étude menée notamment par le professeur Trabichet et ses assistants. Si vous pouviez remplir le questionnaire, nous le rapporter, ce serait très bien. Par ailleurs, pour les personnes qui sont venues en voiture et qui sont restées toute la journée, vous pouvez aller à la réception de l'hôtel. Et en fait, il y a un prix de 10 francs pour le parking si jamais c'est moins cher que si vous allez directement à la caisse. Voilà, merci à tous et puis bonne fin de journée.